Alors, à t'en voir, ça se présente comme un roman policier, mais un roman policier raté plutôt. Ou peut-être plus exactement une sorte de Canada Dry de roman policier. Ça a la couleur d'un roman policier, ça a l'odeur d'un roman policier, mais ça n'est pas vraiment un roman policier. J'utilise des outils du roman policier, la poursuite, l'interrogatoire, toutes ces choses, la violence, la brutalité des faits et des hommes et des femmes. Et je les utilise, oui. Mais pour autant, ça ne répond pas à tous les canons du roman policier, notamment dans la forme de déroulement de la narration et dans le dénouement généralement du roman policier. On ne trouve pas ce type de dénouement-là dans le livre. Le titre « Attends voir » a deux significations. Il y a d'abord le personnage qui attend, qui est Kevin Prou. Donc il attend et il voit. Donc ça c'est attendre, voir. C'est son programme de travail, c'est son programme dans la vie, il est payé pour attendre et voir. Et puis attends voir, c'est une expression qu'on me disait dans la région stéphanoise lorsque j'étais enfant, et ça veut dire tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir, attends voir. Ça veut dire je te punis pas sur le coup, mais qu'est-ce que tu vas prendre après? Donc, attends voir, il y a un aspect de menace dedans. Donc, il y a à la fois la description de Kevin Prou dans ses œuvres, et il y a à la fois cette menace qui plane sur lui et sur l'ensemble du récit. Donc, Kevin Prou appartient à une agence dont on ne connaît pas les origines, ni on ne sait pas si elle est une agence d'État, une agence privée, non, on ne sait pas. Il est dans une agence, plus probablement privée, et il est chargé de surveiller. Donc il est un follower, il suit. Voilà. Donc il doit suivre des cibles. Donc la cible, ça peut être une femme, c'est généralement sa cible la plus favorite, ou disons celle qu'on lui assigne le plus souvent, mais ça peut être aussi un homme, mais ça peut être aussi une petite fille. Il a plusieurs cibles qu'il doit suivre. Donc il suit ces cibles-là, ils notent tous leurs faits et gestes, ce qu'ils mangent éventuellement, à quelle heure ils se lèvent, comment ils sont habillés, où ils vont, enfin, qu'ils reviennent, etc., etc. Et ça, c'est son travail principal. Et puis, petit à petit, ce travail va être perturbé par des événements du réel ou de l'irréel, je ne sais pas, qui vont l'embarquer dans des aventures un petit peu rocambolesques, où il va devoir se substituer à lui-même, c'est-à-dire avoir des avatars de lui-même. Et il va devoir se déguiser, il va devoir se transformer, il va devoir, pour pouvoir continuer cette mission, ces missions d'observation. Et petit à petit, il va se trouver embringué dans des aventures sombres à cause de Réduluc, dont on a cru au début que c'était le méchant, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment le méchant ? Ah, on ne sait pas. Et donc il se trouve embarqué dans des aventures qui vont l'amener à voler des gâteaux, par exemple. Parce qu'il y a une sorte de frénésie sur les gâteaux, c'est le Candy Crush. Hein, donc c'est cette idée-là, quoi. Donc on vole des gâteaux, et principalement des cookies, bien sûr, c'est normal. Donc j'ai utilisé pour organiser ces aventures toute une sorte de vocabulaire périphérique au monde virtuel, au 2.0. On n'est jamais dans le virtuel, dans la narration, mais en réalité, on y est peut-être tout le temps. Donc, ce sont des... bon, il est une fois follower, après il est followé, il vole des cookies, il y a tout un monde comme ça, il disparaît dans le bordel chinois, un moment qui ressemble quand même très 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 étrangement au Darknet. Et j'ai essayé de rassembler les peurs, la peur du noir, la peur des pédophiles, la peur des bombes, la peur des attentats, la peur de tout. Et je me suis servi de ça. Je me suis servi de ça pour créer cette espèce d'atmosphère bizarroïde qui est souvent drôle, je pense. Enfin, en tout cas, je l'ai voulu drôle, parce que la drôlerie, à la fois, chasse et étaye la peur. Donc, c'est toujours ça de prix. Et puis, le livre résulte aussi d'une analyse qui est que on parle beaucoup
aujourd'hui d'un désir d'autorité. Donc on voit les candidats à l'extrême droite qui se multiplient, les coups d'éclat de Viktor Orban, les coups d'éclat aux États-Unis, enfin des extrêmes droites du monde entier, comme une sorte d'aspiration à l'autorité. Je pense qu'elle prend sa source dans une aspiration à l'obéissance. C'est parce que les gens ont envie d'obéir, et c'est ce que je ressens du monde aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait de Kevin Prou un homme qui obéit. J'ai l'impression que les gens ont envie d'obéir. Alors on obéit à des règles religieuses complètement stupides, on obéit à des règles de vie qui sont étranges, et puis à l'intérieur même de ces réseaux d'obéissance, il y a des surobéissances. Les salafistes sont plus obéissants que les musulmans, les véganes sont plus obéissants que les végétariens. On a comme ça des volontés d'obéissance, des volontés de soumission qui m'étonnent un peu. Et donc, là où la démocratie, c'est un exercice individuel, raisonné, paisible, où on fait un choix au nom de critères qui sont ses critères propres. Alors là, actuellement, on est plutôt dans un domaine où les gens agissent selon des critères collectifs assez contraignants, assez raides. Donc voilà, j'ai voulu essayer, à partir de là, de faire un petit bouquin, un peu fada d'allure, un petit peu bizarroïde, un peu curieux, mais qui parle un petit peu de tout ça, qui est sur un fond de malaise. Il faut dire que j'ai écrit ce texte pendant le confinement. Ça n'est pas du tout un texte de confinement, hein, comme on en voit tant, ou comme on en voit... Non, absolument pas, il n'en est jamais question. Les personnages sont plutôt dehors que dedans, il n'y a pas d'effet de confinement, mais le confinement a certainement eu des effets sur moi. Et donc c'est probablement le reflet des effets du confinement sur moi en train d'écrire, sans doute. Oui, Kevin Prou, il vit chez sa mère. Il est soumis à elle parce que il lui a donné un coup de main pour tuer son père. Donc, au moins, en tout cas, il le voit dans ses rêves. Donc, est-ce que ça lui a créé un lien particulier? C'est probable. Sa mère est mystérieuse. Elle est inquiétante. Elle a épousé M. Prou, avec qui elle a eu Kevin, mais elle est née Baphomet. Donc, c'est un personnage un peu angoissant. Elle le suit, elle s'occupe de lui, elle s'assure qu'il a bien toutes les drogues dont il a besoin, et elle apparaît de temps en temps dans sa vie, comme ça. Elle est là, un jour, elle assiste à une réunion entre lui et une de ses chefs. Elle est là, comme ça, par hasard. On la retrouve à la fin, à la toute fin, quand on a créé l'Apocalypse. Elle apparaît là, elle est là, en haut de la pyramide apocalyptique. Donc il y a quelque chose de mystérieux chez elle. Alors est-ce que c'est elle qui est le cerveau de l'affaire? Est-ce que c'est Réduluc? Est-ce que c'est la chef? Ça reste ouvert. Je pense que c'est une des conséquences du « à t'en voir ». C'est-à-dire qu'à trop regarder, on ne voit plus. Ou on voit autre chose. Donc au début, son travail consiste à voir. Donc il voit effectivement tous les gens du quartier, il voit sa cible, il voit l'homme en bleu, il voit la petite fille qui compte beaucoup dans le livre, qui est un délice de petite fille qui va et qui vient, qui va au parc et qui revient. Il la voit, et donc il voit tout ça, il voit très bien toute la vie. Le kebab, le marchand de tableaux, tout ça, il le voit très bien. Et puis petit à petit, tout ça s'anime et change de destination, change de sens. Et donc il y a une partie d'improvisation imaginative dans son travail. Est-ce que c'est lui qui va imaginer ensuite tout ce qui va se passer avec les pédophiles dans le parc Reverdy? Est-ce que c'est lui qui va être à l'Assemblée nationale avec le Mont Bleu? Est-ce que vraiment c'est lui qui va aussi aller faire le coup de force la nuit avec la cible? Et tout ça, ça fait partie de l'étrangeté du projet.
oui, c'est très sexué, en ce sens que dans mes autres livres, je parle assez librement de sexe, alors que là, j'en parle pas. Donc c'est beaucoup plus sexué, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de brutalité. Le sexe est brutal, là. Donc c'est un peu particulier. Il n'est pas défini sexuellement, le héros. Kevin Prou n'est pas défini sexuellement. Il ne sait pas s'il est homosexuel, il hésite. Et il va dans des endroits comme le bordel chinois où on pratique du sexe qui n'est pas tout à fait orthodoxe, disons, qui est un sexe un peu brutal, un peu différent, quoi. Donc oui, c'est un livre très sexuel. Oui. J'ai mis des jeux de mots volontiers gros, d'abord parce que ça ne me choque pas personnellement, mais c'est précisément pour briser cette atmosphère un peu inquiétante qui est globalement celle du projet. Donc dedans, je me suis beaucoup amusé à mettre des gros mots, des choses comme ça, des choses marrantes, quoi, des petits détails rigolos, des choses qui font sortir de l'atmosphère narrative, qui donne un côté un peu dérisoire et amusant à l'ensemble. Puis j'aime bien, on n'écrit pas pour emmerder le monde. Il faut aussi de temps en temps le détendre.